Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine. On va parler des précommandes parce qu'on a des exodits, on a des boîtes de Kill Team qui sont maintenant en version 40 000 et quelques autres trucs plutôt cool. On va aussi parler d'un petit podcast auquel j'ai participé avec Nono le Nurgling, vous aurez le lien dans la description, je mentionne ça assez rapidement. Je vais vous parler d'un tournoi 2v2 qu'on a fait ce week-end avec l'autre Nico, la liste qu'on a jouée, les adversaires qu'on a affrontés, les enseignements qu'on en tire et juste le fait qu'on s'est éclaté comme des malades pendant tout le week-end. Et ensuite, on va parler évidemment de ce que j'ai peint. Comme d'hab, vous avez tous les boutons YouTube, vous savez pourquoi il faut cliquer dessus, vous avez un lien vers MyHobbyPlace pour acheter vos figues moins chères et soutenir la chaîne, et vous avez la page Tipeee si vous voulez nous soutenir directement, je vous en dis plus à la fin de la vidéo. Alors, pour les précommandes de la semaine, c'est bien simple, vous avez la boîte Kill Team Exodit. Alors, vous ne pouvez pas acheter les Exodits tout seul pour l'instant, c'est forcément cette boîte qui s'appelle Exodit et qui contient 3 Eldar, et le reste c'est des orques. Alors c'est plutôt une patrouille bis Naga qu'une boîte Exodit. Bon, je blague. Vous avez ces magnifiques figurines d'Exodit, les deux espèces de petits dino-dragons, et en face vous avez une horde de Beast Naga et de Beast Boys, plus des petits décalcos, plus le petit bouquin Kill Team qui va vous expliquer un peu le contexte des batailles que vous allez pouvoir délivrer. Je trouve ces figurines superbes, j'aime beaucoup. Alors, je sais que certains n'aiment pas les bras, et je suis assez d'accord, ça fait un peu bras humanoïde sur un lézard comme ça, c'est un peu étrange, mais par contre les figurines, plus je les regarde et plus je les trouve vraiment chouettes. Elles seront jouables à Warhammer 40 000 évidemment, il y a a priori 4 datasheets différentes, il y en a une où vous avez 3 lanciers et probablement les 2 petits chiens, et vous en avez 3 autres qui sont les personnages individuels, où vous avez l'espèce de chanteur de pierre, là je crois, pour les exodites, un sniper, et plutôt une espèce de guerrier avec bouclier, épée. Donc ça va être relativement intéressant. Bon, il va falloir trouver quelqu'un qui achète les orques si vous en avez pas besoin, et ça va être compliqué parce que c'était dans la patrouille orque pendant toute la V10, donc il est bien possible que tout le monde ait déjà ce qu'il lui faut, mais bon, si vous trouvez preneur, c'est très bien, et puis sinon vous pouvez les utiliser pour jouer à Kill Team, puisque n'oublions pas, à la base c'est une boîte pour jouer à Kill Team. Vous pouvez aussi acheter maintenant les terrains, en tout cas vous pourrez précommander samedi tout ce qui est terrain. Donc la boîte Combat Patrol Battle Zones qui occupe du coup une demi-zone une demi-table de Warhammer 40 000. Donc si vous en achetez 2, vous faites la table entière. Si vous avez déjà pas mal de décors, vous pouvez en acheter une seule et compléter avec ce que vous avez. Ça c'est plutôt chouette. Celle-ci a priori vient non peinte, si je ne me trompe pas. Celle-ci n'est pas peinte, voilà c'est ça. Donc c'est pas encore vendu peint pour ce type de boîte. A priori la boîte de terrain peinte, ça sera la table entière. Ce sont des beaux décors, ils sont jolis, ça a pas l'air compliqué à assembler non plus, donc c'est toujours agréable. Moi je pense que je me fendrai d'une de ces boîtes, mais je vais peut-être quand même attendre de voir le prix des boîtes de terrain peintes, parce que peindre des décors, plus ça va. Quand c'est pas moi qui les ai fabriqués et ou convertis, moins ça m'amuse. Vous pouvez aussi commander maintenant la kill team de l'escouade de Spectre, donc les Cadiens un peu infiltrés qui étaient sortis précédemment dans une boîte combinée, c'était eux et je ne sais plus qui était en face déjà, j'ai déjà oublié. Mais maintenant vous pouvez les acheter individuellement avec leur petite carte de données si vous les voulez. Et vous avez maintenant des boîtes Kill Team qui ne sont plus des boîtes Kill Team et qui sont maintenant des boîtes de Warhammer 40 000. Elles sont passées de la gamme Kill Team à la gamme 40 000. Donc vous avez les brécheurs, les sapeurs de la marine impériale, vous avez l'escouade de Croûte dont j'oublie toujours le nom, vous avez les hommes bêtes, vous avez les arbites qui s'assemblent du coup en 3 versions, vous avez une variante un peu plus punchy, une variante plus générique et une variante avec bouclier. Vous avez aussi les Kazerkin et vous avez les Raptors slash Serre du Warp. Plutôt sympa parce que ça veut dire que ça va normalement être moins cher. De mémoire, elles sont à 55 € les boîtes quand c'est du Kill Team et peut-être ou 57,50 ou 60 €, un truc comme ça. Et c'est un petit peu moins cher quand ça passe en gamme Warhammer 40 000. Fait pas des économies de malade, mais c'est toujours bon à prendre. Vous avez aussi la boîte d'escouade Mark 4, escouade tactique Mark 4 pour les Résidorus. Donc c'est les nouvelles enfin les figurines refaites de les Résidorus, puisque c'était une marque d'armure qui était un peu ancienne et qui était un peu trapue, un peu plus jolie. Si vous jouez à 40 000, ça fait de bonnes bases pour vous faire des Space Marines aussi, parce que mine de rien, les casques, les bras sont très compatibles avec les Primaris. Il n'y a pas vraiment de problème d'échelle en règle générale, donc ça fonctionnera plutôt pas mal. Et les corps, bon, sont un peu plus petits, mais si vous voulez monter sur des rochers tactiques, ça ne va pas poser de problème. La même chose pour les escouades d'assaut, la même chose pour les grappes d'amélioration, et ensuite quelques bouquins par-ci par-là. Bon, évidemment, le truc majeur ici, ce sont les exodites, et ce sont de très très belles figurines. Bon, malheureusement, je ne peux pas les jouer en Drukhari, donc je ne les achèterai pas, mais ça reste quand même très très cool comme genre de figues, et je serai impatient de les voir quand Nico les aura achetés et montés, puisque évidemment, lui, il va sauter dessus pour son armée exodite slash corsaire.
Petite mention rapide aussi, j'ai enregistré, alors c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, j'oublie déjà, un podcast avec Nono le Nurgling, podcast qui est juste ici, que vous pouvez voir sur sa chaîne, où on a discuté de tout ce qui a été révélé à la preview, de plein d'autres choses. J'ai discuté un peu aussi de la chaîne, des inspirations que personne ne connaît, bien sûr, de faire des PowerPoints. Personne ne se doute d'où ça vient. Bref, on a discuté plein de trucs super intéressants, c'était vraiment chouette. Très très bon épisode, on s'est bien marré, vraiment agréable. Donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est sur la chaîne de Nono le Nurgling, que vous connaissez déjà probablement, puisque c'est une bien plus grosse chaîne que la mienne. Donc vous en avez sans doute déjà entendu parler. Puis n'hésitez pas à regarder ses autres vidéos, parce qu'il fait des trucs marrants, des trucs de lore et tout, c'est très très cool. Donc voilà, des mecs sympas, allez voir ce qu'ils font, c'est chouette. On a aussi eu quelques figurines qui nous ont été montrées cette semaine. Alors, est-ce que c'est des nouvelles figurines? Pas vraiment, c'est les nouveaux boys en mode multipart, hein, donc non pas push-fit comme ceux de la boîte Armageddon, pas les faciles à assembler, mais des boys où vous choisissez vraiment les bras, la tête, la paire de jambes, le machin, etc. Bon, ceux-là, ils sont plutôt cool. Moi, j'aime bien la dégaine. Je sais que certains n'aiment pas trop le look de ces nouveaux boys. Ils les trouvent un peu trop ronds, un peu trop boule, un peu trop t-shirt et un peu pas assez d'armure. J'entends la critique, c'est vrai, je peux la comprendre. Personnellement, je trouve qu'ils ont une super dégaine. Je les aime beaucoup, ces petits boys. Je trouve qu'ils sont vraiment jolis. Et je me fendrais très clairement de certaines boîtes orques. Alors la problématique, c'est que du coup, tous les joueurs orques qui ont déjà des boys, il va falloir racheter des gens pour faire des armes spé ou faire des conversions. Et il va falloir fabriquer des nobs. Et il va falloir resocler les nobs parce qu'ils n'ont pas la même taille de soc que les boys, a priori. Et ça, c'est chiant, hein. Là, pour le coup, vraiment, c'est pénible. Le fait qu'il y ait 2 nobs par pack de 20 boys, c'est chiant aussi, parce qu'il va falloir convertir des nobs ou en acheter d'autres, ou voilà. Bon, c'est pas très très cool de l'avoir fait comme ça. C'est cool au niveau des règles, mais au niveau du modélisme, bon, on peut voir ça comme une opportunité de conversion, on va dire ça comme ça. Donc vous aurez dans ce kit-là toutes les options d'armes aussi, y compris celles qui n'étaient pas dans le kit Armageddon. Donc il y a le Big Shoota, il y a le lance-roquette, le Burna, et du coup si vous faites une escouade de 30 boys, vous aurez 2 Big Shoota, 2 lance-roquettes et 2 lance-flammes aussi, en plus d'avoir 2 nobs. Et le nob il a plein d'options aussi, il a un combi lance-flamme, il a un custom Choppa, donc qui tape comme un sourd, ou une Power Claw, ou un Big Choppa à deux mains aussi, et il peut avoir un petit squig en plus, et l'unité peut avoir un petit grunt à munitions qui j'imagine va donner une petite relance ou un petit truc comme ça de temps en temps. Plutôt chouette, bon voilà, c'est des belles figurines, ça reste pas les plus motivantes parce que c'est juste des boys, et les boys qu'on avait qui dataient de mémoire de la V9 ou la fin de V8 étaient loin d'être dégueulasses, ils étaient juste monoposes et pas très pratiques. Mais bon, voilà, au moins on a des figurines propres, assemblables, démontables, customisables, convertissables, et ça c'est quand même plutôt chouette. Bon, ils nous ont aussi montré quelques petits détachements. Celui qui m'a marqué, moi, c'est celui-là, les hordes équatoriales, parce que franchement, donner Scout 6 à des packs de 20 boys, vous pouvez donner Scout 6 à 3 packs de 20 boys, ça veut dire que c'est la WAG T1, quoi, hein. Parce que, ou même des packs de 10 boys que vous mettez dans un transport assigné, comme un truck, comme l'unité à Scout 6, eh bien, ça veut dire que le truck a Scout 6, puisque c'est un transport assigné, et donc, vos 3 packs avec truck, ils vont pouvoir faire 6 pouces, ils vont pouvoir descendre à 3, ils vont pouvoir bouger de 6, et si vous déclarez la WAC T1, vous allez pouvoir faire une avance et charge et aller complètement gluer l'adversaire dès le premier tour avec 3 packs de D-Boys. Ça vous a coûté, de mémoire, 240 points. Les trucks sont toujours là pour faire des actions ou bloquer des mouvements, et il vous reste tout le reste de votre armée pour jouer. Je trouve ça particulièrement violent. Même les commandos, c'est moins intéressant parce qu'ils s'infiltrent. Et donc, du coup, dans la V11, vous pouvez pas escouter et vous infiltrer, il faut choisir l'un ou l'autre. Mais sur des boys, vraiment c'est crado. Vraiment c'est crado. Mais c'est à peu près tout pour les reveals de figurines. C'était quand même léger, hein, il faut le dire. Ils auraient pu montrer tout ça d'un seul coup la semaine avant la sortie officielle de ces figues et des codex, etc. Je trouve que là, bon, c'est comme d'hab, c'est la stratégie de teasing de Games Workshop qui étale de plus en plus la confiture au point où ça en devient transparent et sans intérêt. Bon, ils ont toujours fait comme ça depuis plusieurs éditions. On s'y habitue maintenant, ça reste un petit peu léger. Alors maintenant on va passer au tournoi 2v2. Donc ça c'était samedi et dimanche. C'est un tournoi qui était organisé à Brest, au patronage laïque de Lambé, là où on fait toutes nos parties habituellement le mardi soir à Brest dans l'assaut de jeu local. C'est un tournoi qui était organisé par l'assaut spécifiquement. Il y avait 20 équipes, donc 10 tables de jeu. Le principe du 2v2, c'est chaque joueur vient avec 1000 points et ça fait une équipe à 2000 points. On se met évidemment en équipe avant et on s'inscrit au tournoi en tant qu'une équipe. On peut pas changer d'armée, intervertir de coéquipier évidemment, et vous allez affronter les autres équipes.
on choisissait une disposition d'armée pour toute l'équipe, parmi toutes celles dispo pour les deux joueurs. Donc s'il y en avait un qui avait Purge the Foe, Disruption, et l'autre il avait Prendre et Tenir et Priority Asset, vous aviez le choix entre ces quatre-là, et vous en choisissiez une pour toute l'alliance, pour toute l'équipe. Donc ça c'était plutôt sympa, parce que ça permettait de jouer des détachements qui normalement vous enferment un peu, mais dans d'autres dispositions. Donc évidemment on a vu des Blood Angels en Liberator Assault Group qui jouaient aussi en Purge the Foe, parce que bah voilà, ça se colle très bien comme style de jeu, etc. Donc nous on jouait avec Nico une liste qui était Eldar, Corsair notamment, et Drukhari. Donc lui il jouait les Eldar, c'est sa nouvelle armée, son armée inspirée Exodite et Corsair. Donc il jouait Iriel, le prince Iriel, et ses corsaires, ceux qui ont 12 000 armes de tir et de corps à corps, qui est un pack ultra violent. Quand il me l'a expliqué, je me suis dit oui, bon, c'est des Eldar en collant, et en fait ça arrache absolument tout. Il avait Fuegan et ses dragons de feu, il avait Likis et ses araignées spectrales, il avait un serpent pour transporter tout ça, et 3 motos scouts, là je crois que c'est les Shroud Runners de mémoire, et je crois que c'était tout. Et moi, de mon côté, j'avais une succube et 10 Cérastes divisé par 2 par un Venom, un autre pack de 10 Cérastes divisé par 2 dans un Venom, j'avais 2 packs de 3 motojets qui peuvent avancer au total à 24 pouces et toujours faire une action avec les petits détachements que j'avais choisis. J'avais également 5 Mandragores pour la frappe en profondeur, etc. Et j'avais aussi 2 packs de 2 Chronos et un pack de 2 Talos. Les détachements de Nico pour les corsaires, c'était le détachement corsaire qui donne avancée charge à toute l'armée. Et moi, de mon côté, j'avais le mini détachement pour les Cérastes qui permet de faire une avance et une action et qui donne en plus touche fatale sur les Cérastes. Et j'avais également le détachement pour les Chronos et les Talos qui leur donne -1 pour être blessés quand la force est supérieure à l'endurance et la possibilité avec une Amélio de leur donner une invulnérable à 5. Ce qui fait qu'en fait, on avait 2 packs de 2 Chronos et un pack de 2 Talos. C'est des figurines qui sont chacune endurance 7, 7 PV, sauvegarde à 3, invuln à 5, insensible à 5, -1 pour être blessé si la force est supérieure à l'endurance, et en plus de ça, les Chronos, quand ils tuent une figurine au corps à corps, si on a dépensé un pion de souffrance au début de la phase, ça marche même au tir, ils se soignent de 3 points de vie, et si jamais la seule figurine qui reste dans l'unité de 2, elle est full life, quand vous vous soignez, vous ramenez un autre Chronos à 3 points de vie. Et du coup, c'est des traces de frein, des enfers pour l'adversaire à gérer. Donc le premier match qu'on a fait, on a affronté des Chevaliers du Chaos, alliés avec des Dark Angels. Donc eux jouaient en éliminer l'adversaire, en Purge the Foe. Nous on jouait en Disruption. Et Disruption, bah typiquement contre Purge the Foe, le match-up est ultra cool pour Disruption, puisque l'adversaire lui doit tuer des unités condamnées. Donc c'est seulement des unités qui ont détruit quelque chose chez eux au tour précédent ou qui sont sur un objectif. Nous on avait juste à tuer des unités ennemies et faire 2-3 petits bazars par là. Et donc il y a des tours où on tuait 4 unités, on scorait 8 points de primaire comme ça, juste en ayant tué des trucs. C'était relativement plus simple pour nous que pour eux. La deuxième partie qu'on a faite, bah, c'était toujours à éliminer l'adversaire, mais contre une liste plus violente, où il y avait du Chevalier du Chaos allié avec des Blood Angels, avec une très grosse projection aussi, mais ils étaient en éliminer l'adversaire, et donc bah, comme on avait plein de petits packs et plein de petites unités, c'est là que j'ai vu que par exemple le prince Iriel dégomme un Atrapos en tir et corps à corps, il dégomme un chevalier Atrapos, tout simplement, parce que vous cumulez un paquet de trucs. Il y a l'unité qui a désigné cette unité-là pour touche fatale pendant toute la partie. Ils ont de mémoire touche soutenue par défaut, un truc dans le genre. Likis qui a tiré dessus donne critique sur les 5 à toute l'armée. Et ensuite le pack d'Iriel tire dessus en soutenu fatal, crit à 5. Et ensuite quand vous chargez, vous avez un stratagème à 1 PC pour vous donner +1 dégâts. Et du coup, bah, ça fait une espèce de truc dégueulasse avec des épées énergétiques qui vont blesser avec lance, donc +1 blesse, donc ça blesse à 5. Et puis ensuite c'est PA -2, dégâts 2, et donc en fait ça fait juste une saturation complètement odieuse. Le pack est surviolent, mais vraiment très dur à utiliser parce qu'il faut bien le placer. Une fois que vous l'avez utilisé souvent, il est mort, donc il faut pas le lâcher n'importe où. Mais quand vous cumulez ça avec les tirs de Likis et tout, ça fait des trous de malade. Et puis bah surtout, les adversaires ne s'attendaient pas à ce que les horribles Chronos et Talos résistent autant. Hein. Ça a tanké une griffe de Stalker, le pack de 2 Chronos, ça résiste à ça. Ça a presque tanké une garde sanguinière avec le Mart. Si mes jets de dés avaient été moins dégueux, probablement que j'aurais survécu aussi. Ça a tanké des gardes sanguiniens, ça a tanké un pack de gardes custo. Enfin, voilà, c'est increvable ces machins-là, c'est juste une abomination. À tuer, et du coup bah, on avait ça en première ligne souvent pour réceptionner l'agressivité adverse, et une fois qu'ils s'étaient exposés, bah, le reste de notre armée en général leur défonçait la tronche, pendant que moi, mes petites witches allaient faire les actions à droite à gauche dont on avait besoin, et que tout le reste tirait avec des lances thermales, faisait des charges, explosait des trucs. La liste était ultra efficace.
Bon, la troisième partie, on était toujours en disruption, on a affronté du Priority Asset, donc la mission là pour le coup, tous les deux équipes, tous les deux, on l'a mal lu. En fait, on pensait qu'il fallait faire une action dans chaque zone de terrain où il y avait un marqueur et que ça retirait ce marqueur. En fait, il fallait faire des actions dans l'objectif central pour retirer les marqueurs qui étaient dans les autres zones de terrain. On s'est tous les deux gourés, donc on a tous essayé de faire les actions dans les zones de terrain à droite à gauche. Au final, ça nous aurait arrangé de jouer la mission telle qu'elle était écrite, parce que comme on était en déploiement quart de table, vu notre mobilité, il n'y avait pas une seule unité qui n'était pas capable d'aller au milieu de la table chez nous, alors qu'il y avait quand même de quoi cavalcader partout. Donc bon, on a quand même gagné, et on aurait gagné probablement encore plus fort si jamais il avait fallu jouer la vraie mission. Mais c'est vrai que du coup, on s'est lourdé, les deux équipes, on a mal lu le truc, on s'est vraiment planté. Voilà, mais bon, on n'a pas eu on s'est déployé comme pour agresser Tourin si on avait le Tourin. Si on avait eu le Tourin, on aurait tout rushé l'armée dans leur tronche. On n'a pas eu le Tourin, donc c'est eux qui nous ont rushé, mais ils nous ont pas assez rushé. Ils se sont empalés dans les Talos et les Chronos. Et ensuite, nous, on a juste eu à finir tout ce qui restait sur la table et en prendre le contrôle. On n'avait plus rien sur la table à la fin de cette bataille-là. Je crois que moi, il me restait une Succube et un Venom. Et Nico, il devait lui rester l'Ikis et le pack d'Iriel qu'il a réussi à faire revivre. Parce que oui, ça c'est possible aussi. Si jamais à la fin de la phase de combat adverse, l'unité n'a pas été intégralement détruite, pour un PC, il la remet en réserve et elle se soigne. Et du coup, si vous laissez Iriel à 1 PV et qu'il est toujours pas mort et qu'il est pas engagé au CAC, et ben il repart et il revient avec toute son unité. Et c'est ce que Nico a pu faire dans la troisième partie du jeu. C'était assez ignoble comme stratagème, je dois avouer que c'est complètement pété comme truc, mais c'était plutôt rigolo. Et enfin, notre dernière partie, on a joué contre des orques alliés avec des custos qui eux jouaient en take and hold, donc prendre et tenir. Là pour le coup, la mission nous plaisait beaucoup moins, parce que autant l'adversaire, pour chaque objectif qu'il tenait, c'était 3 points, et si c'était un objectif dans notre territoire, c'était 3 points de plus, et s'il reprenait un objectif qu'il contrôlait pas au début du tour, il mettait de mémoire 2 points aussi. Nous, pour scorer, il fallait qu'on aille faire des actions dans des zones de terrain, mais on peut faire cette action qu'une seule fois par zone de terrain pour la bataille, et ça nous score des points que au tour où on fait l'action. Et c'était 2 points par zone de terrain, et en plus, si c'était un objectif, ça rajoutait 3 points. Ce qui fait qu'en fait, on était relativement capé en primaire action facile à faire, et les autres trucs, c'était tuer des unités ennemies sur les objectifs, et ce qui était pas évident du tout, parce qu'en fait, les unités ennemies, c'était des gros packs de custos, et c'est typiquement le genre de truc qu'on a du mal à tuer sans sacrifier beaucoup plus de points que ce que coûte un pack de garde custo. Et donc on a lutté contre eux, c'est une équipe qui s'appelle les Daka Vinci Code, qui a priori était venue jouer à Brest spécifiquement parce qu'on avait parlé de ce tournoi dans les vidéos sur la chaîne, et qui sont venus du coup et qui ont gagné le tournoi au final, ils ont battu 11-9 sur une partie tendue, serrée jusqu'à la fin, c'était l'éclat, je crois qu'ils avaient 94 et nous on avait 84 points je crois, donc ça fait pas plus de 10 points d'écart, donc c'était un 11-9. Et franchement, partie, mais tendue, compliquée, tordue, voilà, mais fun et super intéressante, parce qu'il n'y a pas eu un tour, on n'a pas dû se creuser la cervelle et tout. Du coup, à la fin du tournoi, 3 victoires, une défaite, on arrive donc deuxième, et donc on a gagné des petites boîtes en lot, donc moi j'ai pris une petite boîte de légionnaire du chaos. Bref, tout ça pour dire que c'était un super tournoi, j'ai vu que des retours positifs, les gens avaient l'air plutôt contents et satisfaits des 2 jours qu'ils avaient passés. 2 parties par jour, c'est pas non plus un truc qui ruine le cerveau, et du coup c'était vraiment super agréable. Donc la prochaine fois qu'il y a un tournoi, eh bien je vous le mentionnerai ici aussi, et si vous voulez faire comme les 2 gars des Da Vinci Code qui sont venus de mémoire, un de Paris et un de Nantes, et venir nous voir sur place, et venir nous affronter peut-être, ou affronter les gens que nous on affronte régulièrement, eh bien n'hésitez pas, je vous tiendrai au jus dès qu'il y en a un autre qui est organisé. Bon, et on va terminer avec ce que j'ai peint, et donc bah évidemment comme cette semaine j'ai surtout réfléchi au tournoi, j'ai surtout beaucoup travaillé, et du coup j'ai eu moins de temps pour peindre puisque je n'étais pas là le samedi et le dimanche, je n'ai peint qu'une seule figurine, c'est le masque de Slanesh qui est un petit démon dansant qui est jouable de mémoire à 40 000 aussi, juste en démon, pas en Emperor's Children, mais que j'avais acheté à la base pour AOS. Et je trouve cette figurine super belle, et je suis plutôt content de la peinture que j'en ai fait parce qu'elle est pas facile à peindre du tout. C'est des tout petits bras très fins, avec des tout petits bracelets très fins, des toutes petites bagues très fines, des tout petits bouts de cuir ou de lanière très fines, et à peindre franchement c'est pas simple du tout. Et je trouve que le rendu final est plutôt sympa. Je suis satisfait du wet blending sur les griffes, de l'état de la cape avec ses éclaircissements violets que je trouve que j'ai pas trop mal fait. Donc je suis assez satisfait, ça fait un beau petit démon encore en plus. Et puis si un jour on a le droit de jouer tous les démons en Emperor's Children, tous les démons de Slanesh, eh bien peut-être que je pourrais les jouer aussi dans une liste à Warhammer 40 000, ce qui serait cool pour avoir juste un petit perso pour aller embêter le monde, un peu comme un solitaire harlequin finalement, hein, c'est un peu le même principe. Donc je trouve ça
plutôt chouette. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai eu le temps de peindre. Je sais pas encore sur quoi je vais me concentrer cette semaine. Comme on est arrivé deuxième au tournoi, j'ai gagné une boîte de Space Marine du chaos. J'ai choisi parmi ce qui restait la boîte de Légionnaire parce que je me dis que ça marchera très bien pour en faire des infractors Emperor Shield Run. Je pense que je les convertirai en infractors. Donc ils seront pas en rose, peut-être avec quelques pièces d'infractors aussi, justement, des épaulières, des choses comme ça. Puisque pour l'instant j'en ai que 10 et en avoir 10 de plus ne serait pas de refus. Mais c'est vrai qu'en regardant le dos de la boîte, la tentation de me faire une légion de Space Marine du chaos et d'entamer une nouvelle armée est quand même un peu tentante. Mais bon, voilà, on verra. Je vais pas me lancer dans 12 000 trucs, donc à mon avis, ça finira en infractor. Et je vais peut-être juste passer du temps à assembler ça, ou je peindrai les autres démons de Slanesh que j'ai eu dans ma petite Spearhead AOS, puisque ça sert aussi à 40 000. On verra bien, je vais décider de ça dans la journée. En tout cas, je vais m'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Vous avez, comme d'habitude, le lien MyHobbyPlace. Vous savez comment ça fonctionne. Ça permet de donner une petite commission à la chaîne si vous sélectionnez la chaîne au moment de payer. Vous n'avez pas besoin du lien. Vous pouvez aussi juste aller sur MyHobbyPlace et choisir la chaîne au moment de payer. Et vous avez bien sûr la page Tipeee si vous voulez nous soutenir directement. Merci à tous les tipeurs. On a des nouveaux qui sont arrivés là encore récemment. Donc merci à tous pour votre soutien. Ça nous aide vraiment à continuer à faire ce style de vidéo, ou toutes les vidéos d'ailleurs que vous voyez sur la chaîne. Et puis, en attendant, vous avez sinon tous les boutons YouTube, la zone de commentaires, vous savez comment ça marche. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!